Donc, après avoir vu les trois types de chaînes de montagne, de subduction, d'abduction et de collision, et les différentes structures qui les caractérisent aussi bien que pétrographiques, on enchaînera avec la deuxième partie, deuxième paragraphe, les déformations tectoniques accompagnant la formation des chaînes de montagne comme activité 4. On avait vu que les déformations et paramètres intervenant dans la déformation des roches ont une liaison avec la profondeur. Donc, selon la profondeur, on remarque que les couches et les roches subissent des formations différentes. On aura un domaine des failles, des cassures rigides, c'est un domaine rigide, des failles, des cassures. Il y a un domaine qui subira des plis, un domaine plastique. Ce sont des plis qu'on a mentionnés, ce sont des opaques, alors leur dimension ne varie presque pas, elle reste même dimension. Aussi au-dessous, on aura des plis, ce sont des plis avec certaines schistosités, transformation des roches en profondeur, et on obtiendra des couches, ce sont anisopaques, dont l'épaisseur varie selon la profondeur. Donc, le principal facteur qui intervient dans la déformation des roches est la profondeur, aussi bien que sa nature, qu'il est une roche solide ou plastique, ou bien qu'il est presque souple. Selon le document 2, on a essayé de résumer les facteurs de déformation de la roche selon ces facteurs d'origine, les couches horizontaux. Ces couches horizontaux seront déformées avec la présence de pression, de forces de pression mécanique ou bien des forces tectoniques. Alors, cette déformation sera liée à un fluide interstitiel. C'est le pourcentage de fluide qui se trouve entre les particules de la roche, aussi bien la pression lithosphérique ou bien la pression tectonique. La température, plus on descend, plus la température s'élève, aussi bien le temps. Cette déformation prend plus de temps, millions d'années, pour arriver à déformer une roche, soit avec une déformation plastique ou une déformation cassante. Déformation cassante, ce sont les failles, et plastiques, ce sont les plis qu'on va entamer dans la deuxième paragraphe. Alors, les plis, comme définition, on a vu que lorsque les roches ductiles souples sont soumises à des contraintes tectoniques, ces roches vont se déformer généralement de façon souple, non cassante. On obtient alors des ondulations appelées plis. Différents types majeurs de plis, on a deux types, les plis qui sont des synclinales et des anticlinales. Le synclinal qu'on a vu, la couche de son cœur est fluorescente, alors que l'anticlinal, sa couche de cœur est ancienne. Les éléments d'un pli, ce sont généralement, qu'on a vu au cours, ce sont des éléments de 1 à 6, le numéro 1, vous l'avez là, aussi bien le numéro 6, c'est la même chose. Ce qu'on appelle un plan axial. Lorsque vous prenez un pli, donc il y a un plan imaginaire qu'on peut tracer qui reliera les différentes charnières des couches stratigraphiques qui sont déformées, qu'on appelle un plan de surface imaginaire qui relie les charnières des couches qui forment le pli. Soit on a déjà un plan pour les synclinales ou bien les anticlinales. Que veut dire une charnière de l'anticlinale? 2, ou bien le numéro 2, c'est bien le numéro 4, vous voyez là. Charnière, c'est la ligne reliant les points les plus déformés. Donc, lorsque vous prenez une couche, vous avez des points qui ont subi le plus de déformation, c'est une charnière. Un flanc, 3 et 5, se trouve entre charnière anticlinale et charnière sur le plan, ça reste un flanc. 7, on dit essayer de faire le numéro 7, c'est l'axe du pli, c'est une ligne d'intersection entre le plan axial,
entre le plan axial et le plan topographique. Il y a un plan topographique. Bon, on a aussi entamé l'exemple de différents types de plis. On a un pli droit lorsque son axe formera un angle de 90 avec l'horizontale. On a aussi un pli déjeté, ici un angle de 75 jusqu'à 80 degrés, et un pli déversé au-dessus de 45 degrés C. C'est pas vrai, au-dessus de 45 degrés. Aussi, on peut avoir un pli genou dans un flanc est oblique et l'autre est presque droit. Aussi bien, on a un pli couché dans l'axe horizontal, parallèle à l'horizontale. Alors, les failles, ce sont des structures de terrain avec des placements relatifs des compartiments ainsi séparés. Ce sont des structures cassantes. On aura comme failles, les éléments de faille, on a deux régions de rejet qu'on appelle des rejets de faille. C'est la distance qui témoigne sur le mouvement relatif des deux compartiments. Un rejet, on a un rejet vertical et un rejet horizontal qu'on peut calculer en utilisant l'échelle qu'on a devant nous avec une coupe géologique. Le miroir ici, le miroir de la faille, c'est un plan aussi. C'est une surface de glissement selon laquelle glissent deux compartiments. Il y aura des traces de glissement, des intrusions des roches ramenées, frappées avec ce miroir qui montrera le sens du déplacement de chaque compartiment. On a aussi un compartiment supérieur qui sera un toit et un compartiment inférieur qui sera le mur. Donc, aussi, on a un angle alpha. Ici, l'angle alpha, c'est un bandage de la faille. C'est l'angle avec lequel les deux compartiments glissent l'un par rapport à l'autre. Alors, ici, on a aussi différents types de failles. On a des failles normales, avec éloignement, des failles inverses, avec des rapprochements. Aussi, on a des failles décrochement aux failles décrochantes avec mouvement horizontal de compartiments. Bon, les décrochements sont dextres et décrochements dextres, d'autres sont sinistres selon le positionnement et le placement de chaque compartiment. On passe vers les associations des failles. Les associations des failles, ce sont des failles qui se forment en même temps, des failles qui donneront des structures élevées et des failles qui donneront des structures sur fond d'effondrement. Ce sont tous des failles normales. Parfois, on trouve aussi des failles inverses. Les déformations intermédiaires qu'on a appelées les plis failles ou plis anisopaques avec changement de l'épaisseur. Donc, lorsqu'il y a des contraintes qui ne sont pas égaux de part et d'autre, une partie, un flanc de pli subira un amincissement, il va s'amincir de plus en plus pour donner enfin une cassure. Donc, on passe d'un pli à une faille. Donc, aussi bien on a comme déformation liant aux tectoniques des plaques les nappes de charriage. Ce qu'on appelle une nappe de charriage est un ensemble de terrains, soit sédimentaires, soit d'origine d'autres roches, océaniques aussi, comme on avait vu lorsqu'on a étudié l'obduction. On a une nappe de charriage du complexe ophiolitique qui s'est déplacé sur le côte continentale. Donc, ce sont des roches qu'on a déjà vues allochtones, sont étrangères, et venues recouvrir un ensemble les voies autochtones, dont il est très éloigné à l'origine. Les parties les plus avancées forment le front, donc on a un front, une nappe, les couches chevauchantes s'érodent, parfois on a érosion des couches chevauchantes, laissant apparaître les couches autochtones par des fenêtres, ici comme ici on a des fenêtres,
des fenêtres, une nappe de charriage de côté. Et merci de votre attention et à la prochaine.